Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle mouture de Revue et Corrigée, l'émission qui vous parle de la presse, de toutes les presses et qui analyse le comportement et l'évolution de vos supports préférés ou détestés. Avec moi toujours l'ami Julien. Bonjour. Pour cette heure de travail intense, encore une fois l'actualité nous a richement doté. On reparlera dans quelques minutes de Salah Abdeslam et du traitement presse de cette affaire et des conséquences qu'on peut en tirer. On parlera également de pas mal de choses, des élections allemandes, américaines, un petit point sur les icônes. Enfin voilà, on a encore un panorama à dérouler assez complexe sur cette heure. Et nous allons commencer par un point que tu voulais faire sur les nouvelles formules de presse. Oui, je voulais faire un point sur les nouvelles formules parce que ce terme m'agace prodigieusement quand il ne correspond en fait à rien. Autant quand je vois par exemple Élément qui fait une nouvelle formule qui est musclée en termes de pagination, qui est diversifiée en termes éditorial, où il y a un vrai changement. C'est-à-dire quand Élément interview successivement Michel Onfray, en ce moment Jacques Julliard ou hier Jacques Sapir, il y a une vraie évolution éditoriale qui correspond réellement à une nouvelle formule. Par contre, qu'on aime ou pas, d'ailleurs, on s'en fiche. Oui, après on aime ou pas. Il y a des éléments tangibles. On peut ne pas être d'accord, mais ça correspond à une évolution éditoriale nette, auquel on peut d'ailleurs ajouter une évolution même sur la forme et la pagination. En revanche, quand je vois une nouvelle formule du genre de celle que l'Express nous a concoctée au cours du mois de février, début mars, là je comprends pas. C'est-à-dire qu'on a un recadrage de forme, une forme d'épure, on va dire graphique, mais pour le reste, j'attends toujours de voir quelle est la nouvelle formule de l'Express. Peut-être sur la première partie, le premier numéro qui est sorti, où effectivement on a pu avoir une prise de parole sur un nouveau code du travail de la part du journal, mais depuis ce premier numéro, l'Express est retombé dans ses errements tout à fait classiques. Voilà, il a cru bon en plus de modifier aussi son site internet. Et franchement, là aussi, l'épure me laisse un peu dubitatif. Donc, ce concept de nouvelle formule devrait, à mon sens, être par les éditeurs de presse être un peu plus raisonnable. Dire simplement qu'il y a un toilettage, ça, oui, on peut tout à fait... Un travail cosmétique. Oui, voilà, on peut faire de la cosmétique, c'est pas un souci particulier. Mais là, de nous vendre une nouvelle formule de l'Express pour nous dire, qu'il y a Emmanuel Macron, Daniel Cohn-Bendit et Nathalie Kosciusko-Morizet, comme c'était le cas du premier numéro de cette nouvelle formule de l'Express, franchement, ils auraient... Sacrément novateur. Oui, voilà, c'est particulièrement novateur. Donc, voilà, c'était un petit coup de gueule par rapport à ce concept de nouvelle formule qui est galvaudé. Voilà, il n'y a pas que le Nouvel Obs, je crois. Oui, là c'est l'Express, mais l'Obs l'a fait aussi, puisque l'Obs avait fait évidemment quelques mois plus tôt une innovation fantastique, puisqu'il avait changé son titre de Nouvel Observateur en l'Obs. Franchement... Bon, on a vu quand même mieux comme innovation. Quant au fond, je suis désolé, j'ai rien vu de différent entre l'ancien Nouvel Observateur et l'Obs actuel. Enfin, c'était juste... Ça fait marrant, l'ancien Nouvel Observateur, d'ailleurs. Le Point. Alors... Là aussi, il avait changé il a annoncé des changements. Alors, oui, alors après, on arrive au problème du triptyque de leur situation respective, c'est-à-dire de l'Express, de Nouvel Observateur, de l'Obs et du Point. L'Express et le Nouvel Observateur sont dans des situations difficiles. Elles sont difficiles à deux égards. Pour l'Express et l'Observateur, c'est des baisses de diffusion entre 2015 et 2014 de 15 et 16%, ce qui est quand même loin d'être neutre. Le Point, lui, se contentant de régresser de 5 à 6%. Donc on est là dans un schéma, on va dire, un peu plus raisonnable. Mais ce qu'il faut absolument, et ça nous permettra après de revenir sur le groupe Lagardère, ce qu'il faut absolument considérer, c'est que non seulement les lecteurs
abandonnent de façon assez massive la lecture régulière de cette presse, en particulier en kiosque, j'insiste toujours là-dessus, mais en plus, les annonceurs, eux aussi, fuient. Comment expliquer autrement ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui d'ailleurs, dans le groupe Lagardère. Le groupe Lagardère, dont il est un secret pour personne, qu'Arnaud Lagardère se fout complètement, comme l'avait dit d'ailleurs François Ruffin dans cette fameuse émission avec Jean-Michel Apathy, se fout complètement de l'avenir de sa propre presse. Le groupe Lagardère est en grève aujourd'hui. Donc quand je dis le groupe Lagardère est en grève, c'est qu'il y a un plan social de 220 personnes. Qui est connu d'ailleurs depuis un moment. Oui, ça y est, c'est rentré dans le... On est rentré dans l'art dans le dur, quoi, puisqu'en fait, l'ensemble des journaux significatifs du groupe Lagardère, à savoir le JDD, qui fait en gros office de journal officiel du dimanche en France, petite concurrence du Parisien, mais enfin quand même le JDD c'est pas négligeable. Donc le JDD, Télé 7 jours, Elle, Paris Match, voient tous leur effectif journalistique. Je ne parle pas du pleu-pleu de l'administration, je parle des journalistes s'évanouir. C'est-à-dire qu'en fait, on est à des licenciements qui correspondent à peu près 25, 30, 35% de la rédaction de chacun de ces titres. Pour prendre le seul cas du JDD, par exemple, le plan annoncé est de 15 journalistes sur 53. Donc, quand on fait le calcul, on tourne autour de 28-29%. C'est pas... non, c'est non négligeable. C'est loin d'être neutre. Quand on prend le cas de Télé 7 jours, si ma mémoire est bonne, il doit y avoir 27 journalistes qui s'en vont. Enfin, c'est sur un effectif qui n'est pas si énorme que ça. Elle... Au moment où nous enregistrons, le journal Elle devrait être en bouclage. Beaucoup de gens pensent que demain matin, il ne sera pas dans les kiosques. Alors, je sais que ça ne va pas faire effondrer nos auditeurs de Méridien Zéro. Hein. Je pense que tout le monde s'en tape un peu. Néanmoins, ça veut dire quand même que la concomitance de la chute des ventes et de la chute des investissements publicitaires provoque un phénomène tout simple qui est l'écrémage total des rédactions, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, on va pas se le cacher. Il faudrait qu'on se demande aussi ce que deviennent ces journalistes. Alors c'est ça, qu'est-ce qu'ils vont faire après, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Alors, Alain Soral a cette fameuse phrase « journaliste et puis tout chômeur ». Là, on ne sait pas trop, quoi, parce que qu'est-ce que ces gens vont faire? Parce que ces journalistes, là, on ne parle que des journalistes affiliés réellement aux rédactions, mais il y a le reste dont personne ne parle, qui sont les pigistes. Qui constituent quand même le gros des troupes, le gros des troupes, payés au lance-pierre par ces mêmes gens d'ailleurs qui donnent des leçons de morale à tout bout de champ aux autres secteurs économiques. Donc, ils vont se retrouver dans la nature. Pour certains, arriveront peut-être à se convertir sur certains sites web. Encore faut-il que les sites web soient demandeurs. Encore faut-il que les sites web aient les moyens économiques et les modèles économiques pour les faire vivre. C'est très très loin d'être évident. Il faudra qu'on revienne là-dessus parce que c'est une vraie transformation de la profession à court moyen terme en fait. Hein. Oui, on sent que ça bouge. On sent que moi, mon sentiment quand même, c'est que les lecteurs en ont un peu assez, quoi. Il y a quand même on en parlait la dernière fois, il y a quand même des schémas qui sont intéressants. Par exemple, quand on voit la presse People, quand je dis la presse People, c'est Closer, Public, Voici, tous ces trucs-là qui s'effondrent, baisse de 10% sur une année, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même révélateur. Parce que c'est pas une question de prix, ce sont des journaux qui sont à prix assez faible, hein, c'est aux alentours d'€1, €1,50, donc c'est pas une question de prix, c'est une question que les gens n'ont plus rien à foutre, quoi, tout simplement. Et les préoccupations sont autres. Oui, voilà, les préoccupations sont plus là. Ou si elles sont là, elles ont d'autres moyens de s'assouvir, c'est-à-dire d'aller faire un tour sur des sites X ou Y. De télé-réalité. Télé-réalité. Voilà. Donc, il y a un phénomène.
Il y a un autre phénomène, alors là pour le coup, je le creuserai pour la prochaine fois parce que je ne suis pas spécialiste, mais il semblerait que beaucoup de gens s'inquiètent. C'est un peu parallèle à la Presse People, ce que je vais dire, de la baisse d'audience générale de la télévision. Ça, il faudra qu'on y revienne sur un dossier complet. Voilà, il faudra qu'on revienne sur un dossier complet chiffré. D'ailleurs, certains spécialistes des médias préconisent d'ailleurs une disparition de la télévision sur le modèle que nous connaissons depuis 40 ans, c'est-à-dire une chaîne des programmes, notamment avec l'arrivée de la télé à la demande qui se démultiplie, où en fait on passerait à des concepts d'émissions vendues, en fait, de systèmes d'émissions à la carte, et plus du tout je dirais, de déroulé quotidien avec une programmatique établie pour tout le monde. Ouais. Pour abonder dans ton sens, il y a un schéma qui d'ailleurs peut nous faire plaisir, c'est la dégradation extrêmement rapide et violente des audiences d'Access Prime Time, comme ils disent, de Canal+. Aujourd'hui, la pauvre Maïtina Biraben se traîne à 500 000 personnes à peu près. Le petit Cador du PAF avec ses petits muscles, Yann Barthès est en train de voir son audience baisser très sensiblement, puisque après avoir flirté avec les 1,5 million, 1,6 million, il est aujourd'hui à moitié. Il était l'autre jour à 880 000 exemplaires. Et on voit 880 000 auditeurs, pardon. Et je prends par exemple un autre truc que j'ai vu sur OZAP. Pour les gens que ça intéresse, faire un tour sur OZAP, c'est toujours intéressant parce qu'on a les audiences, on voit ce qui se passe. Même si c'est pas notre monde, c'est toujours intéressant de voir. Il y a par exemple une émission qui a été lancée à coup de magazine télé, qui est l'émission de reconversion professionnelle de la défunte Claire Chazal. Claire Chazal a été promue après son éviction, son départ malheureux de TF1 avec ses 2 500 000 euros. Oh, la pauvre. Oui, la pauvre. Et les smicards apprécieront. Oui, bah voilà, donc 2,5 millions. Bon, et après, en plus, elle a fait même, je crois, un procès, parce que ça suffit pas. Enfin bon, peu importe. Elle a donc été aussitôt récupérée par France 5 pour une émission, on va dire, de culture libre. Enfin, c'est ce qu'elle appelle ça comme ça, quoi. Où elle donne en gros ce qu'elle pense du monde culturel, etc. On voit très bien ce genre de choses. Et la promotion lui permet péniblement d'atteindre 200 000 auditeurs, ce qui est quand même terriblement faible. C'est-à-dire qu'elle est battue à plat de couture tous les soirs, dans le même créneau horaire par Arte, quoi. Ce qui est quand même symptomatique. C'est quand même le top, quoi. Il faut le faire, quoi. Donc voilà, il se passe des trucs. On habille l'enterrement avec tous ces changements de formules, ces grands, je dirais, ces grands happenings de presse en disant on refait l'aventure. Finalement, on est en train de poudrer le défunt. Parce que on est quand même sur des démarches de coûts marketing qui n'influent même pas sur les ventes au moyen terme. En fait, je crois que... En regardant les chiffres, ça ne change pas grand-chose. Ouais. En fait, ça demande d'être vérifié, mais je crois que tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, c'est un peu l'impression que ça donne. Donc on verra aussi, mais là il faudrait vraiment des études un petit peu plus poussées que ce que j'ai pu commencer à entreprendre, c'est voir les contenus publicitaires. C'est-à-dire que la télé en particulier, les grandes chaînes, on va dire, de TF1 à M6, pour dire, y compris Canal évidemment, fonctionnent sur des schémas publicitaires assez clairs. Est-ce que la quantité de pub et la qualité de pub va s'éroder? On dit toujours un exemple, par exemple, c'est quand il n'y a pas de pub, parce qu'il y a des périodes d'année où il n'y a pas de pub, c'est comme ça. Ouais. On sait bien, l'été par exemple, on voit toujours arriver des publicités pour des disques ou des livres. Il se trouve que là, nous ne sommes pas en été, et j'ai vu déjà
ces fameux discounters, parce que là c'est du discount de pub, c'est-à-dire que là où le format publicitaire peut être on va dire de 150 000 euros, et ben, il est bradé à 25, 30 000 et encore, quoi, à tout casser, quoi. Donc ça c'est à analyser. Bon, on verra ça au fil du temps, mais je crois qu'il y a une vraie érosion. Ouais, bien sûr. Ah ouais, ce qui est sûr, par contre, parce que ça c'est les chiffres de l'IREP, donc l'Institut des recherches d'études publicitaires, c'est que en ce qui concerne le parrainage, qui n'est qu'une frange, mais qui est une frange assez significative, le parrainage s'effondre, le parrainage d'émissions s'effondre. Oui. Ça c'est clair. Ça, alors bon, après il y a les spots publicitaires classiques, mais c'est autre chose. D'accord. Alors, on a bousculé un petit peu notre déroulé sur cette heure avec le deuxième point. Oui, qui est en fait le vrai premier. Qui est en fait le vrai premier pour le coup, qui est l'épilogue, pas tout à fait d'ailleurs un épilogue, mais en tout cas un point d'orgue de ces derniers jours, c'est-à-dire l'arrestation de Salah Abdeslam. Alors on va commencer assez ironiquement. Salah Abdeslam arrêté à 200 mètres du domicile de ses parents, dans sa ville natale, dans je dirais, le pays qu'il a vu naître également. On parle là de Molenbeek et de la Belgique. C'est-à-dire qu'on l'a cherché partout et on a voulu l'attraper partout. Il était en fait tout près de chez lui. Voilà, c'est assez extraordinaire. C'est le terrorisme près de chez vous. Par rapport à ça, la presse, passé le petit moment, il est arrêté, bouclé, enfin on a vu tous ces titres. Oui, avec des gens qui n'ont rien à dire d'ailleurs, voilà, sur le moment, parce que voilà, on sait pas. Là, on commence enfin, les titres qui apparaissent en ce début de semaine sont questions, on veut des réponses. Enfin, la presse ne peut pas quand même mésestimer ce que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'à un moment, que ce soit le Figaro ce lundi matin, ou Libération, ou La Croix, enfin bon, tous disent quand même, il y a un truc, quoi. Le mec est à 200 mètres de chez ses parents. On le cherche depuis 4 mois aux 4 coins de l'Europe. Il y a 800 policiers affectés. Et pas loin de la moitié en Belgique d'ailleurs. Oui. Il y a 800 Français. Pas loin de la moitié en Belgique. Donc on a des bataillons d'Interpol d'ailleurs et d'Europol qui sont sur l'affaire depuis des mois. Et le type est chez lui. Et le type, il est quasiment chez lui. Ouais. Et alors, il est chez lui, ce terme est d'ailleurs très polysémique, parce qu'il est chez lui à tous les sens du terme. C'est-à-dire que il est chez lui parce que, et on en a déjà discuté hors émission, il est chez lui parce que, en fait, Molenbeek n'est plus une zone où s'applique le droit, le droit belge d'ailleurs, le droit institutionnel. Oui, juste avant cette émission, on en discutait avec le lieutenant et je reprenais, c'est pas nous là qui le disons, quoi. C'est-à-dire que c'est la presse de gauche elle-même qui le dit. Ouais. À Molenbeek, si t'as pas de soutien, t'es pris en 2 heures. Donc, à contrario, si t'as des soutiens, t'es peut-être pris qu'en 4 mois, quoi. Gros titre de Libération. Oui, c'est le grand titre de Libération. Enfin, c'est pas moi qui l'invente. Il est sorti d'un entretien avec un habitant de Molenbeek. Oui, avec un amoureux du quartier. Voilà. Et lui, il dit c'est pas possible, quoi. Donc forcément, sans soutien, on est pris en 2 heures. Alors ça, c'est extraordinaire. Et alors, une petite incise sur le traitement immédiat par la presse qui a suivi l'arrestation. D'ailleurs, dans un premier temps, la presse a déroulé sa musique béni oui oui de la minorité des méchants, en s'empressant d'aller interviewer des habitants de Molenbeek. Je ne vais pas dire des Molenbeekois, ou je ne sais pas comment on le dit d'ailleurs. Donc des habitants de Molenbeek, fraîchement ou moyennement fraîchement arrivés, dont ce fameux Mohamed, c'était sur France Info, qui s'extasiait du fait que ça se passait à 150 mètres de chez lui, qu'il n'en savait rien, et que c'était extraordinairement troublant, etc. Oui, personne n'était au courant. Voilà, bon. Cette espèce d'écran de fumée qu'on nous a acheté en nous disant les habitants sont sous le choc, ils étaient tellement sous le choc qu'ils ont caillassé les flics, qu'ils ont tabassé des journalistes, qu'ils ont empêché la circulation de voitures de police, et qu'ils ont dû amener à l'intervention des forces anti-émeutes le soir de l'arrestation, tellement ils étaient en train d'entraver le travail de la justice belge sur ce point-là. C'est d'autant plus remarquable cette histoire, c'est que au-delà de la période qui est post-13 novembre, sortent évidemment les cartes
maintenant les cartes de la mobilité de Salah Abdeslam qui fait quand même, bon, il fait un tour d'Europe, quoi. Oui, hein, oui, faut complètement. faut être clair. Hein. Il passe en Italie, il va en Grèce, il fait un petit tour en Autriche-Hongrie, un petit tour en Allemagne, et après, on apprend benoîtement qu'il a acheté quelques bricoles pour faire ses explosifs à Beauvais. Et tout ça, alors, on sent que ça interroge la presse, mais qu'elle ne se lâche pas plus que ça. Non. Parce que si elle se lâchait plus que ça, en particulier, là, je pense plutôt à la presse de droite, elle dirait, attendez, monsieur Cazeneuve, vous n'avez pas présenté encore votre démission. Devoir. À défaut de se faire un harakiri. Oui, à défaut. Ou c'est peut beaucoup. peut-être pas aller, jusque-là. Bon, autre temps, autre mœurs. oui, surtout les siennes en particulier. Oui, les siennes. Je crois que c'est vraiment le harakiri, je crois qu'il ne connaît pas, lui. Non. Mais il est assez invraisemblable que le samedi soir sur TF1, tel un grand prêtre ayant résolu l'affaire du siècle, alors que, bon, on peut quand même douter du fait que Salah Abdeslam soit le seul et unique responsable de l'ensemble de cette barbarie D'ailleurs, on nous du 13 présente un novembre. nouvel ennemi numéro 1 depuis. Oui, voilà, c'est l'ennemi numéro 1. 3 jours. Mais on nous en présente un autre. On nous dit Oui, attention, sauf que dès qu'on tourne une page, on dit ah bah tiens, il y en a 2 ou 3 dont on n'avait jamais entendu parler, oui, bien sûr. Qui débarquent, quoi. Donc c'est alors moi ça m'énerve parce que entre le grand prêtre Cazeneuve et l'archiduc François Moulin, alors on n'a jamais autant entendu parler dans la presse que du procureur de Paris. Lui, c'est la vedette. Hein. Alors lui, c'est la vedette. Et tout ça parce que les mecs ont échoué. Ouais. Vraiment, faut quand même revenir aux bases, quoi. Il y a eu 130 morts. Là aussi, les mecs repeignent les façades à grand renfort de déclarations sur je dirais, une défaillance criminelle depuis des mois, voire des années, voire des dizaines d'années. Si, comme c'est ton cas et le mien et celui de beaucoup de nos auditeurs, c'est l'immigration qui, en premier lieu, de masse et qui a généré cette problématique, hein, et son non-traitement d'ailleurs, et son refus de traitement, ce sont des gens qui devraient être traduits devant des tribunaux pour incompétence et je dirais, inactivité criminelle, littéralement. Oui, d'ailleurs, on pourrait en rajouter quelques autres dans d'autres registres. Je pense à un ancien chef d'État et son attitude en Libye. On a tous un paquet de listes. Oui, là, il y a du monde. Hein. Là, il y a du monde. Enfin, mais voilà, enfin, ce qui est intéressant quand même, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le questionnement des journalistes, et ça c'est une ouverture assez intéressante, amène quand même sur le terrain cette histoire d'immigration massive et de contrôle finalement du tissu urbain, de pans entiers du tissu urbain, parce que si Salah Abdeslam a pu se balader, c'est qu'il avait des points de chute, et des points de chute sûrs un peu partout en Europe, c'est-à-dire des villes où la concentration de ses congénères est importante, et où, il faut l'avouer, les polices n'entrent que très difficilement, et les services de renseignement n'arrivent plus à obtenir de l'information, hein, parce que voilà, à 80% dans une ville de musulmans et d'orientaux, et ben c'est très très difficile d'aller mailler du renseignement, ça devient quasi impossible. Oui, donc alors il y a une omerta qui s'installe, qui est quand même signalée, qui est quand même questionnée. Alors on n'en est pas encore à l'immigration est responsable de la problématique, mais quand même, ils sont obligés de soulever 2-3 choses. Ils sont d'autant plus obligés que une question quand même que j'ai retrouvée dans la presse, enfin sous le parrainage de gens interrogés, c'est de confession musulmane. C'est intéressant parce qu'on fait dire d'ailleurs. Hein. On fait dire aux témoins. On fait dire aux autres. Ouais. En gros, des Molenbeek, vous en avez des dizaines en France. Chose que, honnêtement, on peut difficilement contester. Puis on le disait en micro tout à l'heure, qui deviendront probablement des mini-Kosovo. Quoi. Oui, ça peut devenir des mini-Kosovo, des zones, ce qu'on disait effectivement, des zones autogérées. Alors, est-ce que ça va ouvrir les yeux de tous ces gens qui les ont fermés? C'est un vrai débat. Il est exact qu'au Figaro, ces temps-ci, là tu le disais effectivement, on trouve des articles qu'on ne trouvait pas, ou qu'on aurait trouvé chez nous, effectivement, il y a 20-25 ans, et qu'on retrouve aujourd'hui dans cette presse-là. Là, l'article de Yves Tréhard
qui n'est pas le plus hostile au mouvement national, il y a pire. C'est avertissement. Je pense qu'il voit bien, dans un espace qui est celui du Figaro, qu'il faut quand même alerter la population. Bon, Et les portefeuilles bourgeois sur les craintes que font courir ces affaires-là sur la moins mauvaise santé de l'économie. Parce qu'en fait, quand même, leur ralliement, la danse des petits pas vers des questionnements qui nous sont à nous, qui nous apparaissent comme centraux, est quand même très tardive. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Il leur faut combien de Molenbeek? Oui, ou combien d'attentats, parce que malheureusement, on en est peut-être à se poser cette question-là. Alors, de voir Cazeneuve se poser en sauveur préventif de la patrie, en disant qu'il déjoue des attentats tous les jours, ça fait un peu pitié, parce que, à la limite, on n'a pas besoin de le voir au journal de TF1, quoi. D'une part, on a envie qu'il bosse dans son bureau, quoi. Et on connaît très bien le storytelling de j'ai déjoué 25 attentats, il n'y a rien pour le prouver, de toute façon. Hein. Oui, de toute façon. Entre le fait d'en créer, d'en faire sous faux drapeau et d'en inventer, on peut nous habiller tout le réel. Et ça me rappelle, tu te souviens, après le World Trade Center, quand la presse, Fox News en tête, affichait au journal télévisé américain, qui est à 19h et pas à 20h, le baromètre de la possibilité d'actes terroristes, un peu comme le degré de pureté de l'air ou la météo, si tu veux. Ouais. Aujourd'hui, on est en niveau orange, bien sûr. Mais c'est exact, parce que sur TF1, c'est effectivement le sentiment qu'il a donné, c'est-à-dire et que Valls aussi d'ailleurs donne, c'est-à-dire le terrorisme, la menace terroriste est au plus haut. Alors c'est une sorte de stratégie de l'attention. Oui, c'est la seule manière qu'il leur reste de gouverner. Il faut Oui, là, je pense qu'il faut revenir à des schémas assez basiques. Hein. Effectivement, la stratégie d'attention. Il faut relire un peu peut-être Gabriele Adinolfi et tout ce qui s'est passé à une autre époque. Enfin, exactement, et notamment. Ça serait un sujet à part entière, ça. Notamment comme l'ont fait d'ailleurs, comme ont réagi beaucoup de camarades sur les réseaux sociaux, hein, sur tout ce déroulé qui conduit à des interventions très très discutables en Syrie et qui peut-être se poursuivront d'ailleurs en Libye. Ce serait pas étonnant du tout puisqu'il y a un déplacement. Et au lieu d'intervenir à Molenbeek ou à Tourcoing ou dans la banlieue parisienne ou un peu partout. Ouais, vaut peut-être mieux sauver Palmyre que Tourcoing. Ouais. Non, mais c'est un vrai débat. Le questionnement est là. Parce que ça nous coûte énormément d'argent. Ça, on en parlera aussi. Que la presse ne sort pas tous les chiffres des interventions armées françaises et internationales. Ce sont des montagnes de dollars et d'euros qui sont passés et qui ne sont d'ailleurs pas tout le temps. D'ailleurs, soit dit en passant, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe toujours en Syrie. Hein. D'ailleurs, depuis le dernier coup d'éclat, on va dire ça comme ça, qui est le retrait officiel de l'armée russe du conflit, on ne sait pas grand-chose. On ne sait d'ailleurs pas effectivement si l'armée russe s'est vraiment retirée, si elle est toujours l'arme au pied, si je peux dire, ou si elle continue d'intervenir. On n'en sait rien. C'est-à-dire qu'il y a un débat sur l'affaire syrienne qui laisse pantois depuis des mois et des mois. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus quoi dire, hormis qu'il y a un cessez-le-feu avec des gens qui, de toute évidence, n'ont pas envie de cesser le feu. D'une part, et d'autre part, on essaye de nous reconstituer, via la presse d'ailleurs, une opposition syrienne non islamique. Alors ça, c'est Ça, c'est bien que tu en parles, parce qu'il y a eu un article... La grande rigolade, ça d'ailleurs. Il y a eu un article qui a été totalement passé sous silence, là, à mon grand étonnement, qui est un article daté du Monde, daté du mercredi 16 mars, c'est ça, qui s'appelle « Syrie, pourquoi les Américains n'ont-ils rien fait ?» Et c'est un article, pour résumer, qui est l'émanation du maître espion de l'ASL. Alors l'ASL, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, en gros c'est la création anglo-franco, éventuellement états-unienne, des fameux rebelles modérés, les gentils rebelles, quoi. Et ce monsieur M, puisqu'il s'appelle M dans l'article, dit qu'il a une brigade d'espions de 30 personnes. Bon, personnellement, je trouve que c'est un petit peu léger pour couvrir la Syrie. Et il dit « J'ai donné aux Américains l'ensemble des points de rassemblement stratégique de l'État islamique
Et ils n'ont rien fait. Et du coup, l'article, c'est pourquoi les Américains n'ont-ils rien fait? Oui, c'est bonne pas un petit question. article, c'est 2 pleines pages. Hein. Ah oui, c'est 2 pleines pages, hein, ça rigole pas. Hein. Et personne n'en parle, alors que Le Monde, Le Monde, pour le coup, on peut le reprocher d'avoir passé l'article, puisqu'il fait quand même ces 2 pleines pages. Et du coup, il y a un énoncé des journalistes sur le sujet, et ils n'en tirent aucune conclusion. Rien. Voilà, il y a des gens de l'ASL qui ont balancé tous les points stratégiques, paraît-il, de l'État islamique, et ben les Américains ne sont pas branchés. Bon. Enfin voilà. Donc, la conclusion, on peut la tirer. Hein. Oui, voilà, la conclusion, là, ouais. en fait, on la connaît un peu. On la connaît un peu, hein, sur nos amis américains. Voilà. Autre chose sur Abdeslam, je crois qu'on a fait. Bon, écoute, non, sur Abdeslam, moi j'attends la suite. On va trouver peut-être que ses petits copains habitent l'appartement du dessous. Enfin, on verra bien. Je pense que ça va muscler quand même les articles de presse pendant un petit moment. Là, je pense qu'on va en avoir encore pour quelques jours. En tous les cas, jusqu'à l'extradition. Ça occupe, hein. Oui, ça occupe. Ça sert totalement à rien. Ça sert totalement à rien, mais ça fait semblant de servir. On oublie la loi sur le travail. Voilà. Ça aussi, c'est pas neutre. Hein. Bon. Alors, on avait à traiter. On avait d'autres sujets. Voilà, on avait d'autres sujets tout de même. Alors, un autre sujet dans le cadre de la propagande, parce que là, on est vraiment dans les schémas de propagande. Je ne passe pas, tu le sais bien, on a déjà parlé, je ne passe pas pour un catholique fervent. Mais la tournure des événements pris à l'encontre de Monseigneur Barbarin me laisse quand même un peu pantois. C'est-à-dire qu'on a vu quand même, en particulier, j'ai trouvé ça dégueulasse, Libération, titré sur Monseigneur Barbarin avec un « Rappelle-toi Barbarin », l'accusant en gros de pédophilie, alors que ce n'est pas le sujet, c'est une affaire de non-dénonciation, de crime, etc. Il y a 25 ans, enfin bon, on ne va pas refaire l'histoire. Alors que ce journal a passé son temps dans les années 70, et j'en suis témoin, parce que je lisais Libération, il fallait se renseigner sur l'ennemi, a passé son temps. Ce journal a décriminalisé la pédophilie avec des fameuses pétitions qu'on connaît tous, signées par Philippe Sorès, Guy Hockenheim, etc. Jack Lang. Jack Lang, évidemment. Et même malheureusement d'autres personnes qui ont été peut-être plus proches de nous. Enfin bon, peu importe. Et de voir ce journal en procureur de Monseigneur Barbarin et ce déchaînement médiatique à l'encontre de ce cardinal, pour lequel, à titre personnel, je n'ai pas de sympathie particulière, parce que je sais très bien ce qu'il pense globalement du mouvement national, et c'est pas exactement sa tasse de thé, si j'ai bien compris au fil du temps. J'ai trouvé ça quand même assez dégueulasse. Et de voir en plus Manuel Valls venir quasiment lui demander sa démission, mais de quel droit De quel droit? De quoi il se mêle? Oui. Et de venir dire ça, là encore sur TF1, mais je rêve, quoi. Donc, oui, voilà, je trouvais ça, cette panurgie, cette curée médiatique, tout à fait dégueulasse, quoi. Ouais, Voilà. Oui, c'est très vrai. Et de manière générale, je trouve que, quel que soit d'ailleurs l'accusé, la pédophilie est véritablement sous-traitée en termes informationnels dans notre pays. Contrairement à l'Angleterre. Contrairement à l'Angleterre. Alors, contrairement à l'Angleterre, qui a eu mis beaucoup de temps. Parce que l'omerta, elle est partout. Hein. Ah oui. Elle est vraiment partout dans notre pays. Hein. Parce que ça implique beaucoup de réseaux de notabilité, ça on le sait. Hein, l'affaire Émile Louis demanderait à être bien plus fouillée que ce qu'elle l'a été, notamment. Mais il est clair que... alors, quand c'est l'Église et que les gens tapent sur l'Église, c'est évident qu'il y a un retentissement médiatique. J'aimerais d'ailleurs que les catholiques aussi attaquent les autres cas de pédophilie en dehors de la sphère de l'Église catholique, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Et c'est sous-traité, c'est très sporadique. De temps en temps, on a un épiphénomène, on parle d'un prof, on parle d'un animateur social, et puis ça retombe alors que la cellule petite enfance, par exemple, de la gendarmerie nationale, traite 150 cas par semaine, quand même. Hein. Tout à fait. 150 cas avérés par semaine. Et elle fait une traque sur Internet qui est gigantesque, avec très peu de moyens, d'ailleurs. Là aussi, il n'y a pas de moyens.
dans la lutte anti-pédophile. Il n'y a pas de moyens du tout. Il n'y a pas de moyens. Tu fais bien de parler de l'affaire Émile Louis, qui est quand même l'une des plus graves affaires connues, Ah oui, ça c'est... récentes. Le hasard de la vie fait que j'ai rencontré un documentariste qui a travaillé sur les avocats d'Émile Louis et qui a donc, à l'insu de son plein gré, s'est retrouvé un peu confronté à tout ce milieu des années 90. Je ne vais pas rentrer dedans parce que ça mettrait en cause des personnes, mais disons que valait mieux pas trop s'approcher de ce dossier-là, quoi. Hein, comme d'ailleurs en fait preuve quelques suicides rapides. Notamment celui du sous-officier de gendarmerie en charge de l'affaire, suicidé de 2 balles dans la tête. Oui, il a eu un suicide. Une latérale et une à l'arrière de la tête. C'est un exploit technique. Et c'est bon. Sa fille a fini par faire reconnaître d'ailleurs, parce qu'elle avait fait exhumer le corps, et elle avait fini par faire prouver que la thèse du suicide était complètement brinque-ballante. Et après, il ne s'est rien passé. Non. Après, il ne s'est rien passé. Mais alors, contrairement à nous, nos amis anglais qui ont été très très longtemps, parce qu'il y a une culture de pédophilie en Angleterre qui est assez ancienne, dans les collèges anglais, etc. Et on a vu apparaître effectivement de nombreuses personnalités médiatiques, en particulier la BBC, qui ont été interpellées ou qui ont été accusées, parfois post-mortem d'ailleurs, d'actes pédophiles, mais gravissimes, dans des instituts pour enfants inadaptés, etc., des viols de centaines d'enfants. Et en Angleterre, quand même, je trouve que ça a bougé, alors qu'en France, je pense que c'est un peu comme Tchernobyl, quoi. C'est-à-dire que nous non. C'est comme il y a la Belgique. D'ailleurs, de manière absolument scandaleuse et délirante, à Cohn-Bendit, le grand. Oui, alors là tu me ramènes sur l'affaire Barbarin. Que le grand animateur de pro-pédophile de sa première partie de carrière politico-médiatique, de venir à la télé et dire que c'est une honte, alors que. Il expliquait comment il caressait des gamines de 5 ans il y a 20 ans. Quoi. L'affaire c'est passé sur iTélé. C'était apostrophe à l'époque où je sais plus. Là franchement, moi j'aurais été lui quand même. Enfin, je me serais abstenu, quoi. Ouais, mais là, tu sais, eux, ils osent tout. Oui, ils osent tout. Tu les connais. C'est à ça qu'on les reconnaît. Exactement. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on a notre canevas, on doit quand même le suivre. Et on avait notamment un point très intéressant, les élections allemandes. Oui, bien sûr. C'était quand même la divine surprise. N'exagérons rien, puisque les sondages annonçaient une percée de l'Alternative für Deutschland dans les trois régions, et en particulier en Saxe-Anhalt. Les sondages annonçaient des chiffres de 9 à 18%. Oui. Et bilan des courses, ça a été de 12 à 24. 24, ça a tapé au-dessus. Ouais. Voilà. Donc, Frauke Petry a réussi son pari. Le traitement par la presse française... Alors là, j'écoutais, je dis ça parce que j'écoutais la très bonne émission de Jean-Yves Le Gallou sur TV Liberté, qui est immédiat. Et Jean-Yves Le Gallou disait que le point Goldwyn avait été franchi à multiples reprises. Personnellement, j'ai pas eu ce sentiment. Alors, en presse française, oui, il y a eu un peu de point Godwin, effectivement, l'extrême droite, machin, les ordres les plus sombres de notre histoire. Il a raison de signaler qu'Anne-Claire Coudray disait que c'était la première percée de l'extrême droite depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc on voit très bien... Oui, mais il y a toujours ce rappel... Voilà, on voit très bien... fait par d'ailleurs des journalistes allemands, en poste en France aussi, j'ai entendu des correspondants des grands journaux allemands intervenir dans la presse radiodiffusée, enfin télé aussi également. Oui. Mais alors, là-dessus je suis d'accord. Par contre, sur la presse allemande, hormis effectivement, là aussi Jean-Yves Le Gallou a raison, hormis le titre Der Spiegel sur Die S-Prediger, donc les prédicateurs de haine, avec effectivement photos en contre-plongée et une espèce de bâtiment qui ressemble plus ou moins au Reich de Berlin. Enfin bon. Là, d'accord. Là, c'est le point Godwin, on y est. Par contre, le lendemain, quand je suis allé faire un tour sur les sites où les versions papier, enfin ce que je pouvais en voir,
des journaux allemands, j'ai pas eu ce sentiment-là. Je suis allé en particulier, évidemment, sur le journal qui nous est le plus hostile, qui est Die Tageszeitung à Berlin, donc qui est le journal écolo-gauchiste de Berlin. Bon, il fait 60 000 exemplaires, c'est pas. Ouais, pas mais il a un peu des rebonds à la Marianne, de temps voilà. en temps, des choses comme Ils ça. ont pas été. Ça n'a pas été terrible, puisqu'en fait, le titre sur le web, c'était Cool bleiben, donc restons cool. Bon, ok. Et le titre sur la presse papier, c'était Die Sehnsucht nach gestern, donc la nostalgie d'hier. Enfin, rapide, voilà. Bon. Bon, ils sont cool parce qu'ils ont aussi gagné. Enfin, je veux dire, les écolos ont gagné aussi. Alors, tout à fait. Et du coup, dans la presse, on va dire plus classique, en l'occurrence la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le titre n'était pas du tout sur... il y a eu des articles, bien sûr, sur l'AfD, mais il y avait un article majeur sur... la victoire réelle des Grünen en Bade-Württemberg, donc du côté de Fribourg. C'était ça qui faisait leur attention. Et d'une façon générale, ce qui faisait leur attention, c'était l'ingouvernabilité des trois. En gros, l'AfD, ils nous font chier parce que ça va être plus difficile, on va être obligé de faire des coalitions, on n'a peut-être pas envie, etc. C'était plus ça. Donc, ce qui a été fait en Suède, d'ailleurs, pour contourner l'idée démocratique, la démocratie suédoise, en fait, qui est une partie en train de se faire un peu partout. Ouais. Soit c'est des coalitions. Morin, encore, il n'y a pas longtemps, a appelé à une grande coalition de Sarkozy à Valls. Voilà, il l'appelle soit c'est des coalitions, soit c'est des ingouvernabilités, comme on l'a toujours en Espagne. On y est un petit mot pour l'Espagne. Comme on n'en parle pas beaucoup, comme on l'a en Irlande. Parce que c'est un peu le bordel aussi, avec le Sinn Féin qui est venu mettre son nez dans les affaires. Et donc, la presse allemande, oui, bien sûr, il y a le côté les heures les plus sombres, machin, bidule, mais j'ai pas trouvé tant que ça. Peut-être aussi parce que ces journaux, ça me permet de dire un mot quand même sur la presse allemande. La presse allemande, elle est quand même assez différente de la nôtre. C'est une presse qui est en gros récente, pour des raisons sur lesquelles je pense qu'il n'est pas utile de revenir. Mais il y a quand même quelques contraintes. Prenons par exemple le cas de Der Spiegel. Der Spiegel, c'est un journal qui est créé au départ par les services secrets anglais. Après, il y a un conflit entre l'ambassade d'Angleterre et Monsieur Augstein, qui est le patron de Der Spiegel. Et ce journal qui s'appelait Die Woche finit par s'appeler Der Spiegel. Ils sont quand même, au départ, ils sont nés de cette période très trouble de 46, 47, 48. Sous contrôle, en fait. Sous contrôle. Total. On a un autre cas dont personne ne veut vraiment parler, mais qui est le journal le plus emblématique de la bourgeoisie conservatrice allemande, c'est Die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il ne faut jamais oublier que ce journal est le fils d'un journal qui s'appelait Die Frankfurter Zeitung, qui a une caractéristique très particulière, c'est qu'il est paru jusqu'en 1943. Donc, en gros, c'était le journal protégé par Goebbels, tout simplement. Alors évidemment, en 1943, je pense que Goebbels avait d'autres priorités que de laisser la bourgeoisie d'affaires s'exprimer, et donc a interdit le journal. Mais c'est un journal qui a, on va dire, beaucoup collaboré, on va dire ça comme ça. Donc, et on peut le prendre sur d'autres journaux comme Die Welt ou autres, où on voit là les services secrets américains. Et d'une façon générale, globalement, que ce soit le groupe Bertelsmann Allemagne, parce que le groupe Bertelsmann France, il y a qu'à écouter RTL, c'est Bertelsmann France. Bertelsmann, c'est quand même des créations américaines, au départ, que j'ai oublié, et des pactes extrêmement clairs, éditoriaux, par rapport aux États-Unis d'Amérique. Il faut bien avoir ça en tête, quoi. Donc, c'est pas les journaux exactement comme les nôtres, d'autant plus que
nous, on a quand même une culture jacobine, et que eux, ils sont quand même dans une culture de fête beaucoup plus régionale. Oui, les décentralisé et journaux, régional. oui, voilà, c'est très régional. Par exemple, Der Spiegel, au départ, est fondé à Hanovre. Après, il déménage à Hambourg, mais c'est quand même c'est là. Die Welt, c'est Berlin. Le Frankfurter, il porte son nom. La Süddeutsche Zeitung, donc j'ai pas parlé, mais c'est quand même la Bavière et Munich, etc. Ou Die Badische, machin, c'est le Pays de Bade. Ouais. On a quand même il y a des grands journaux qui sont caractéristiques d'entité locale liées à la structure allemande. Ouais, alors que nous, une fois qu'on a dit Le Monde, Le Figaro, Libération, voilà, on a une dichotomie presse régionale, presse nationale, voilà. qui n'ont pas en fait. Non, c'est tout à fait différent. Par contre, ils ont, nous par exemple en France, on a 80 quotidiens. En Allemagne, il y en a 350. Voilà. Il y a une vitalité. Par contre, nous, on a une très très forte presse magazine. Eux, ils ont quoi? Ils ont Der Spiegel, ils ont Stern, quoi, et qui appartiennent d'ailleurs tous les deux peu ou prou au même groupe. Donc c'est. Oui, il y a une plus grande faiblesse de leur part sur ce plan. Après, ils ont pas mal de journaux spécialisés, mais c'est une collection de niches en fait, par activité. Autre point, moi j'ajoute juste quelques phrases d'analyse sur les élections allemandes. Je crois aussi que le traitement pour l'instant plutôt réservé par la presse allemande à l'AfD, c'est que l'AfD est un très jeune parti. Là aussi, il ne faut pas oublier, fondé en 2013. L'année dernière, il s'est débarrassé de son aile libérale. Donc au départ, c'est une création qui n'est pas ni populiste ni nationaliste, qui est un parti conservateur de droite au départ. Anti-euro. Anti-euro, voilà. Comme on peut en voir germer d'ailleurs beaucoup un peu partout. Et c'est seulement depuis une grosse année et demie que se développe à l'intérieur de l'AfD, mais pas partout, il faut le savoir, plutôt à l'Est. Il y a, comment s'appelle-t-il le grand poulain, là, je dois l'avoir dans mes notes sur Björn Höcke, qui est celui qui a été élu en Thuringe, là, qui est très proche d'ailleurs des thèses de la nouvelle droite, etc., qui est assez radical dans son comportement. Ça se développe beaucoup à l'Est. À l'Ouest, ce parti est encore un mélange de conservatisme, de conservateurs libéraux, de droitistes, à l'allemande. D'ailleurs, on voit que les résultats les meilleurs, les résultats les meilleurs se font quand même à l'Est et pas à l'Ouest. Où là, on a une aile du parti qui est bien plus national révolutionnaire, enfin qui est bien plus... Voilà, toujours dans un cadre démocratique allemand, il faut quand même le spécifier. C'est un parti démocratique et qui séduit beaucoup de gens aujourd'hui en Allemagne, pas seulement les conservateurs déçus par la CDU, mais tous les gens qui, malheureusement, ont à pâtir de la situation économique et de la situation migratoire dont on connaît le déferlement en Allemagne. Donc c'est vrai que aujourd'hui, l'AfD est en train de devenir quelque chose de spécifiquement allemand d'ailleurs. Oui, on ne peut pas la comparer au FN, on ne peut pas la comparer... je dis là parce que les partis politiques en Allemagne sont au féminin, donc pardonnez-moi ça. Et on ne peut pas la comparer par exemple au FPO. Ça devient un mouvement politique de droite assez novateur. Et c'est là que c'est intéressant, à mon avis, d'étudier et de surveiller son évolution, notamment. Et Frauke Petry a eu tout à fait raison de signaler que dans ces résultats, il y a eu une hausse importante, et là la presse allemande en a fait mention, on ne peut pas dire le contraire, il y a eu une hausse de la participation électorale. Et en gros, elle dit, j'ai ramené des gens aux urnes. Et ce qui peut expliquer effectivement, en particulier dans des territoires plus désertifiés de l'Allemagne de l'Est, qui a eu des mouvements importants de progression du courant, même si en Sachsen-Anhalt, si ma mémoire est bonne, le NPD devait avoir fait 4,9% des élections aux élections antérieures. Donc ils ont été laminés évidemment, ils ont disparu de la circulation, ou en tous les cas ils se sont peut-être même intégrés, je ne sais pas du tout. Il y a des problématiques de crise dans le parti, en plus dans la NPD, il y a des problématiques de crise qui portent à une quasi-scission de fait à l'heure actuelle. Mais bon, alors on suivra l'évolution de l'AfD d'ailleurs, parce que ça c'était... Merkel a pris un avertissement sans frais, c'était sur 3 Länder, c'est donc absolument pas une élection générale. Non. Il y en a une dans les 18 mois à venir. Oui, ça va. Où là, effectivement, ça m'étonnerait qu'elle change de cap, parce que connaissant sa manière de gouverner, on sait très bien qu'elle
avec le problème migratoire, elle a saisi un dossier qui lui permet d'occuper un espace, donc elle va continuer à délabrer finalement son pays, hein, il faut être très honnête. Et puis il faudra regarder un peu comment évolue l'AfD, parce que qui dit entrer dans les parlements allemands, c'est pas tout à fait la même chose qu'en France, c'est pas les parlements régionaux, il y a plus d'argent en Allemagne, dans les Länder, et on sait ce que c'est que l'argent qui amène des compromissions, des modifications de lignes. Oui, ou voilà. Est-ce que des ralliements. est-ce que l'AfD va maintenir une forme de radicalité de discours et de travail, ou est-ce qu'elle va finalement intégrer tout dépend d'une certaine manière les rangs? Mais là, on peut laisser libre par le recentrage. On peut faire des comparaisons, c'est-à-dire qu'à un moment, ça dépendra beaucoup de la formation, de la formation des cadres, des élus. De qui est dedans, en fait, hein, comme d'habitude. C'est pas spécifique à l'Allemagne. Non, pas du tout. Là, sur ce plan-là, c'est pas spécifique. Alors, d'une élection l'autre, nous passons à notre feuilleton. Oui, le feuilleton. Dont nous avions, il y a déjà très longtemps, dans la première émission, annoncé, ou la seconde, je ne sais plus, annoncé l'importance. Développé d'ailleurs notre analyse, à contrario de la presse française, sur le phénomène Trump et Snyder aussi, en disant qu'il fallait surveiller de près leurs évolutions et que leur traitement guignolesque et ironique par la presse française était au mieux un déni de travail et au pire une forfanterie. Oui, parce que c'était ne pas travailler sur ce qu'on avait dit, à savoir les émois et le travail de fond qui a lieu dans le peuple américain à l'heure actuelle. Hein. Oui, il y a un vrai mouvement que la presse a de plus en plus de mal à cacher, et qui n'est pas spécifique aux États-Unis d'ailleurs, on sait bien, mais qui est particulièrement emblématique effectivement en ce moment aux États-Unis. C'est évidemment ce phénomène continu de la poussée de Donald Trump, malgré ce qu'ils appellent aux États-Unis les campagnes de publicité négative. Il faut savoir que George Soros a financé en Floride pour 88 millions de dollars sur le seul État de Floride de publicité négative contre Trump. Ah oui, tiens, voilà quelqu'un qui est rentré en guerre directe contre Trump. Ah oui, lui, il est avec je dirais, le même potentiel de financier que Trump lui-même, voire plus. Ils peuvent jouer quasiment dans la même cour. Je pense même que Soros est supérieur. Enfin bon, passons. Mais bilan des courses, ça n'a servi à rien. C'est-à-dire que il est évident que si Donald Trump n'avait pas gagné l'État de Floride, ça aurait pu poser problème, parce que l'État de Floride donnait l'intégralité des représentants au vainqueur. Et ça aurait pu, effectivement, même psychologiquement, changer les choses. Pas de chance pour les ennemis de Donald Trump. Donc je tiens quand même à préciser aux auditeurs que je ne suis pas un inconditionnel. Hein. Je crois qu'il faut quand même dire les choses. Personne ici n'est un... Mais par contre, on n'est pas des fans de Trump. On analyse le phénomène Trump au-delà de l'aspect caricatural sous lequel il peut être présenté, ou même apparaître, parce que parfois d'ailleurs, la vie politique américaine nous apparaît souvent comme une caricature. Et puis il faut rendre la dimension que ça a, c'est-à-dire c'est la politique à l'américaine, c'est-à-dire pour nous c'est quand même très différent de nos présupposés. Oui, voilà. Tout à fait. Par contre, je conseille aux auditeurs de Méridien Zéro, s'ils peuvent la retrouver, une vidéo qui a été postée chez TV Liberté, décidément, je fais de la promotion pour TV Liberté, moi, sur une compilation d'à peu près 27-28 minutes de discours de Donald Trump. Et ne serait-ce qu'écouter ça, ça permet de comprendre un peu le personnage et ce qu'il dit vraiment et comment il s'exprime. Et comment il touche les Américains. Et comment il touche les gens. Ça, et de voir les gens, tout simplement. Tu parlais de la Floride. Les rednecks... Tu parlais de la Floride il y a 5 minutes. La Floride, c'est quand même comment on va dire, un mini tremblement de terre quand les hispaniques donnent leur voix à Trump. Oui, tout à fait. C'était pas du tout ce qui était dans l'ordre des choses. Ouais. Et ce qui a fait d'ailleurs jeter l'éponge à, comment s'appelle-t-il, l'un des deux candidats hispaniques Rubio. Ouais. Voilà. Qui était lui d'ailleurs persuadé enfin, l'un des deux était persuadé de prendre quand même les voix hispaniques à Trump sur la Floride. Ça n'a pas été du tout le cas. Marco Rubio ne pouvait guère faire autrement, puisque étant gouverneur de la Floride, balayé avec 27% des voix. Enfin, son désistement était... Ah bah oui, ça c'était obligatoire. Mais c'est quand même extrêmement symptomatique de ce que Trump arrive à faire, soi-disant sur le séquençage des votants américains, par ethnie, par religion, par
on va dire, tradition, sud-nord, démocrate, républicain, etc. Il est en train de balayer les clivages habituels et connus depuis 50, 60, 70 ans aux États-Unis. Oui, avec parfois, et c'est là pour le coup Jean-Marie Le Pen qui dans une de ses vidéos le faisait remarquer, c'est que généralement pour ces leaders populistes, et on pense à Bush Haddad, mais on pense plus loin dans le temps à George Wallace, etc. Ça peut se finir mal. Il faut avoir ça en tête. Et là, je trouve Le Pen a complètement raison. C'est-à-dire que moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait un problème à un moment. Et dans un problème moins grave, mais pas du tout démocratique, il y a une chose qu'on lit dans la presse en ce moment française, et, évidemment qui n'est que le décalque de la presse américaine, c'est la tentation à la convention de juillet du Parti républicain d'un putsch, purement et simplement. Ouais. C'est-à-dire que, en fait... C'est ce que j'allais dire, la plus grande menace, elle vient du camp républicain lui-même, oui, tout à fait. Qui est complètement contre Trump. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train... Les caciques, on va dire les caciques du Parti républicain, sont en train de faire voter Ted Cruz, même s'ils n'ont aucune affinité avec Ted Cruz, pour bloquer Donald Trump au-dessous du seuil des 1247 délégués. Et s'il le bloque au-dessous des 1247, ça veut dire qu'il y a une convention ouverte. Et là, tout est possible. C'est-à-dire qu'à la limite, Kasich, et on le voit dans la presse française, candidat tiroir. Le mec qui ressemble à rien, qui doit avoir à peine 100 délégués, il risque de se retrouver propulsé comme candidat d'un consensus par les caciques du Parti républicain. Y compris pour perdre face à Clinton, Hillary, qui est en train de prendre le pas sur Snyder. Oui, alors, ça c'est l'autre sujet. C'est Bernie Sanders. Sanders, pourquoi je dis Snyder depuis le début je sais pas pourquoi. Bernie Sanders fait d'assez bons résultats. Le problème du Parti démocrate, c'est qu'il n'est pas démocrate. Parce qu'on oublie toujours dans cette histoire de la nomination, non pas des 2500 comme dans le Parti républicain, mais des 4200 dans le Parti démocrate, qu'il y a les super-délégués. Et ce sont les super-délégués qui creusent la différence réelle entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. Sinon, la différence, elle existe. Je ne vais pas dire le contraire, elle existe entre Hillary Clinton et Sanders, mais elle n'est pas si énorme que ça. Non. Par contre, les superdélégués, c'est-à-dire en gros, là aussi les caciques du Parti démocrate, qui eux ont le droit, en tant que gouverneur, ou je ne sais pas quoi, attorney général, de démultiplier leur voix. Voilà. Et donc, on risque de se retrouver avec Hillary Clinton, ça pour moi c'est quasiment sûr, et Trump, peut-être, ou alors une forme de putsch qui empêchera Trump d'y aller, même si, on l'a lu récemment dans le Figaro, Trump a dit que si jamais la démocratie était bafouée, pour faire rapide, il ferait une candidature. Il ferait ce qu'il aurait à faire. Donc c'est une menace quelque part, à la limite, de se présenter en candidat indépendant. Et il a les moyens financiers de le faire. Bien sûr, il a les moyens financiers de le faire, bien sûr. Donc voilà. Donc par rapport à ça, la presse française reste un peu couate parce que bon les putsch, on n'aime pas trop ça, quoi. Alors, tu me diras, quand le nom est devenu oui. Oui, voilà, on en est plus un après. On parlait de la Suède, que la presse a à peine traité, le cas suédois, avec la grande alliance pour isoler les nationaux suédois jusqu'en, je crois, 2017 minimum, 2023, le report des élections avec le partage du pouvoir. La démocratie, entre mille guillemets, s'habille de tous les atours de la dictature quand elle le veut bien. Ça, on le sait malheureusement et on le dénonce tout le temps. Sujet suivant, parce que l'heure tourne, cher ami. Tu avais un petit passage à faire sur les icônes. Oui, c'est les icônes. J'aime bien, moi, ça, j'aime bien. Les icônes, c'est les... J'ai une dent contre les icônes. Quand la presse n'a rien à dire, elle nous sort des icônes. Alors, ça dure plus ou moins longtemps, on verra. Il y en a évidemment 3 que je t'ai signalés. Michel Onfray. Alors, Michel Onfray, c'est pas, quand je parle de Michel Onfray, c'est pas l'interview dans Éléments de Michel Onfray par Élément. Ça, c'est une interview. Là, non, on parle de Michel Onfray, sans donner la parole, évidemment, à Michel Onfray. Et alors, les grands spécialistes du genre, qui titrent sur Michel Onfray, sans doute pour ramener des lecteurs, c'est l'Obs et Libération. Donc, dès qu'ils n'ont rien à dire,
il tape sur Michel Onfray. Donc pour moi, c'est une forme d'icône. Alors l'autre, évidemment, qui est totalement emblématique, c'est Emmanuel Macron, quoi. C'est-à-dire que Le petit Macron. là, c'est un truc. Il y a en ce moment des gens comme ça qui apparaissent, on verra combien de temps ça dure. Dans un autre registre, il y a Bruno Le Maire, par exemple, Oui. dans le cadre des primaires. Il y a eu un sondage, je ne suis pas un fan de Nicolas Sarkozy, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a eu un sondage dans le Parisien ce dimanche sur le vote des primaires des Républicains, où en gros Nicolas Sarkozy est balayé par Alain Juppé et talonné par Le maire. par Bruno Le Maire. Et ce sondage est fait par Odoxa, donc l'officine, parce que pour moi c'est des officines, ça c'est même pas des instituts de sondage, l'officine de Gaël Slimane, et qui a réussi donc l'exploit d'analyser les résultats d'une primaire qui a lieu dans 6 mois et dont on ne connaît pas le corps électoral précis. Et ça, j'avoue que ça, c'est quand même, en termes marketing, c'est quand même impressionnant, quoi. Il a fait le sondage sur 4096 personnes et il en a dégagé 900 qui étaient sûrs d'aller voter ou qui pouvaient éventuellement aller voter. Donc, en gros, ils ne savent rien du tout, surtout à 6 mois des élections. Surtout en plus que là, pour l'instant, dans ces élections primaires des Républicains, on ne sait absolument pas qui va être réellement candidat. Non, et il y en a un qui est massacré, moi ça m'amuse, parce qu'il y en a un qui est massacré par le silence en ce moment, c'est François Fillon. Alors là, lui, qui était quand même, je rappelle quand même, pour les auditeurs qui l'ignorent, c'est que François Fillon a été Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, sous cas où on l'aurait oublié. Mais on peut l'avoir oublié d'ailleurs, parce qu'il n'a pas été redondant. Voilà, donc il a été Premier ministre pendant 5 ans de la France. Retentissant. Et alors lui, il était au grand jury RTL, le Figaro, ce dimanche, et je regardais ce matin dans le Figaro, il a le droit à un 8e de page, quoi, alors qu'il est invité par le journal. Lui, tout est fait. Alors peut-être que ses sentiments pro-russes, ou je sais pas, certaines distances par rapport à certains sujets, mais il est totalement évacué, et du coup on monte le gendre idéal, hein, en gros, comme Emmanuel Macron, quoi, les gendres idéales. On monte Bruno Le Maire pour quand même montrer qu'il n'y a pas que Papy Juppé Bien sûr. qui prédomine, parce que on s'encanaille avec NKM, enfin oui, puis NKM, ça nourrit des bordures. Alors il y a un truc qui est très très drôle ce matin dans le Parisien, moi je savais pas du tout. En fait il y a, il faut le savoir, un système de parrainage par des députés. Oui. Mais dans les statuts de la primaire, ils ont oublié un truc, c'est de préciser de quel parti. Donc ça veut dire quelle est la limite, jusqu'à ce qu'ils vont modifier les trucs, parce que c'est pas possible. Un député écologiste pourrait parrainer NKM. Bien sûr. Ouais. Ouais. C'est peut-être ce qui peut se produire d'ailleurs, c'est complètement ahurissant, mais ça pourrait être très drôle là-dessus, c'est énorme. Ça c'est énorme. Ouais. Alors, un petit mot sur Cohn-Bendit, je crois, ou pas du tout? Non, si vous voulez dire un petit mot sur Terra Eco. Ah oui, Terra Eco, voilà. Oui. La presse éco. Terra Eco, tout le monde, je pense que tout le monde s'en fout, ou peut-être que personne ne connaît. Moi, ça m'a un petit peu intéressé parce que Terra Eco est un des rares journaux écologistes mensuels. Et il vient d'arrêter de paraître. Et on remarque que c'est peut-être pas plus mal parce qu'il préparait un truc sur les frontières et j'ai très très peur de ce qu'ils auraient pu écrire. Donc à la limite, il vaut peut-être mieux qu'ils s'abstiennent de paraître. Donc là, en ce mois de mars. Mais en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que ce journal est la propriété de Xavier Niel, qui est le richissime propriétaire, entre autres, du Monde et de différentes affaires qu'on connaît tous. Et donc, c'était pas très difficile pour Xavier Niel de sauver Terra Eco. Ouais, de réinsuffler un peu il leur filait 1 million d'euros et puis c'est bon, quoi. Voilà, franchement, c'est... Eh ben non.
il l'a pas fait, et il a laissé tomber purement et simplement ce journal écologiste. Bon, je veux dire, j'ai pas de... Non, mais ça prouve un phénomène global, c'est celui de la digestion de l'écologie politique à l'heure actuelle, sa dissolution et sa digestion par le système. Hein, Oui, tout à fait, totalement. tout à fait. Et en fait, qui en gros, aujourd'hui, sérieusement, dans la presse, là, parle de COP21. Sérieusement. Si, COP21, c'était l'événement du siècle, on Ah, pas oublier. oui, on a Il y a même 4 mois. on avait mis des gens en résidence surveillée pour ça. Oui, hein, on a mis ouais. des gens. C'est pas mon camp, mais enfin, on a mis des gens en résidence surveillée pendant le COP21. Et tout ça pour qu'aujourd'hui. On attend le personne 22e. n'en parle, quoi. Voilà. La moindre mesure, tout le monde s'en fout, quoi. Et puis il n'y en a pas de mesure. D'ailleurs, il n'y a rien à appliquer de la COP21. Il n'y a rien à appliquer, quoi. Donc, C'est un truc complètement dans l'eau. Acrimed, VS Ogim. Oui, parce que. Versus Ogim. Oui, Autre point sur lequel tu non, veux parce que revenir. je trouve qu'au GIM, l'Observatoire des journalistes et des médias, c'est plutôt pas mal fait. Mais je ne peux pas m'empêcher de jeter un coup d'œil quand même sur Acrimed, qui est, pour ceux qui ne savent pas, l'Observatoire gauchiste. Oui, C'est peut-être pas le terme, enfin, puisque je crois que Malheur est un ancien du Parti communiste et Serge Halimi est rédacteur en chef du Monde diplomatique. Mais il y a quand même des articles intéressants parfois sur Acrimed, sur leur regard sur les médias. Donc je disais que ce qui m'impressionne, c'est que Acrimed est dans l'analyse médiatique. Et ce que j'aime bien chez Ogim, par contre, c'est qu'il nomme les gens. Il y a chez Ogim une culture ratier, quoi, quelque part. Oui, C'est-à-dire que on ne fait pas que des généralités comme dans Acrimed. Dans Ogim, on dit qui fait quoi, quel est son passé, et voilà comment ça se passe, quoi. Mais je ne veux pas détruire pour autant Acrimed, parce que je pense que un petit peu de lecture de ce site ne fait pas de mal. Voilà. Donc, c'est pas parce que c'est un site gaucho que je dois le cacher, quoi. Ben, je jette un coup d'œil. Ouais. Bien sûr. Quelques coups de cœur. Quelques coups de cœur, ils sont. En bémol d'ailleurs, je crois. Enfin, disons que j'en ai. C'est trois coups de cœur qui sont un peu désabusés ou dubitatifs. Hein. C'est pas coup de griffe, mais alors un coup de cœur pour une interview faite sur Thinkerview de Natacha Polony. C'est un coup de cœur désabusé parce que, pour ceux qui ne savent pas, Natacha Polony a lancé un club Orwell qui est de repenser le rapport aux médias. Et si vous avez l'occasion d'aller sur Thinkerview et d'écouter son intervention, je trouve qu'elle est pas nulle, loin de là. Et donc, dans le désert de réflexion qu'il peut y avoir dans les médias sur la profession même de journaliste, je trouve que Natacha Polony a pour l'instant, le temps qu'elle pourra, le courage d'annoncer quelques vérités. Donc je ne dis pas que c'est la parangone de vertu, mais au moins elle a cette qualité de dire un peu plus de choses que les autres par rapport à son propre métier. Voilà, donc c'était un petit coup de cœur, bon, petit, hein, pas plus que ça. Un coup de projecteur plutôt. Voilà, un coup de projecteur. Même chose pour l'autre qui est Denis Robert. Denis Robert qui est l'ancien journaliste de Libération, qui est parti de Libération, qui a été le grand analyste qu'il a payé très très cher de l'affaire Clearstream, donc, des chambres de compensation luxembourgeoises, et qui explique très très bien à la fois son métier, et puis comme il a été longtemps membre de l'équipe éditoriale de Charlie Hebdo, du temps de Cavana essentiellement, et du professeur Choron, il resitue ce titre dans son histoire, et qui est très très différente, puisqu'on sait que le professeur Choron n'était pas exactement un ennemi du mouvement national. C'est clair. Oui. Enfin bon, là, voilà. Et j'ai trouvé... On en parlera une autre fois, oui, c'est voilà. marrant. Oui. Donc j'ai trouvé que... J'ai trouvé, même s'il ne nous aime pas, Denis Robert, c'est une évidence, j'ai trouvé qu'il y avait de la franchise et de la sincérité dans son propos. Et puis,
Qu'est-ce que j'avais d'autre comme coup de cœur? Ah bah oui, un coup de cœur désabusé, là. Je sais pas si c'est un coup de cœur, d'ailleurs. J'étais un petit peu choqué, c'est un journal dont on n'a pas encore parlé, qui est Télérama. Télérama a commis, et ça m'a laissé méditatif, deux numéros consécutifs, là. Le premier sur Iggy Pop, et le deuxième sur Renaud. Et Télérama, c'est la culture des cultureux. Oui, On va dire ça comme ça. Ouais. Et Alors moi, je regarde toujours les films condamnés par Télérama. pour aller les voir. Et pour aller les voir, Oui, évidemment. pour aller les voir. C'est un excellent baromètre. Et là, inversé. Et là, je me disais, mais ils n'ont d'autre chose à nous montrer en une que des artistes, à titre personnel, bon, j'apprécie plutôt, enfin, je n'ai rien contre Iggy Pop, loin de là, c'est ma jeunesse, et Renaud, bon, ça fait partie de la culture française. C'est dans le paysage, quoi. Voilà, c'est partie du paysage. Et en fait, c'est marrant parce que les deux photos sont des photos d'hommes délabrés par la vie. Et c'est plus la maquette de une qui m'a séduit que le fond des articles, bon, qui était assez basique. Et je me dis finalement, le magazine des cultureux, ben, ils n'ont que ça à nous raconter, Iggy Pop et Renaud. Ils n'ont plus grand-chose à énoncer. Donc c'est pas vraiment un coup de cœur, mais c'est une réflexion, on va dire. Voilà. Au contraire d'ailleurs de la NRH, dont je voulais signaler l'excellent numéro sur l'Irlande. Il y avait pas mal de très bonnes choses sur l'insurrection irlandaise et l'histoire de l'IRA, etc. J'ai lu ça avec plaisir, même si je n'ai pas appris un milliard de choses. Mais bon, il y a beaucoup de choses très sympathiques dans le dernier numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire sur ce plan-là. Moi, c'était mon petit coup d'éclairage sur cette revue qui tient et se maintient. Oui, qui se maintient et qui dure, parce que c'est ça aussi qui compte, quoi. On a le sentiment avec la NRH que il y a une permanence qui est agréable, qu'on retrouve aussi dans d'autres de nos publications. Bien sûr. Ça, tenir, c'est quand même l'essentiel, quoi. C'est quand même l'essentiel, c'est clair. Tenir avec du contenu. Voilà. Tenir avec de la qualité aussi, accessoirement. Ouais. Très bien, Julien. Écoute, nous arrivons au terme de cette émission. Donc, encore une fois, merci pour tout cet éclairage d'ensemble sur les multiples sujets que nous avons traités. D'autres. Oui, et puis on essaiera la prochaine fois d'aller sur les antennes un petit peu. Oui. Les antennes télévisuelles et radiophoniques, puisque finalement, c'est revu et corrigé, mais c'est pas que la presse écrite, c'est toutes les presses. Donc, on ira faire un tour dans les télés et les radios. Ouais, pour voir l'état des lieux, c'est pas mal non plus. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Bonne soirée à vous. C'était le lieutenant Sturm dans Revue et Corrigé. À la prochaine, avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Funny. What is, dear? Well, we've been married for more than a month. It's a terribly long time. I never noticed your ears before.